Merci beaucoup à tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre. Salut à vous toutes et vous tous. Et puis, puisque la technologie est à notre service, salut aussi à ceux qui nous regardent par l'intermédiaire de ce gadget remarquable qui s'appelle Facebook Live. Je crois qu'il y a 2 Facebook Live qui se sont mis en route, un sur la page du lycée Averroès et un sur la mienne. Je vais vous faire une confidence. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de venir au lycée Averroès et j'avais décliné les invitations. Je m'étais dit, ça ne sert pas à grand-chose. Ne le prenez pas mal. Mais je m'étais dit, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que, tel que vous êtes dans la salle, je pense que je ne réduis pas la diversité et la complexité de cet échantillon d'humanité. Vous appartenez à 2 catégories. Soit vous êtes de confession ou de culture musulmane, soit il y a certainement plusieurs d'entre vous qui n'êtes pas de confession ou de culture musulmane, mais vous avez vécu suffisamment longtemps de près avec des musulmans pour qu'on ne puisse pas vous servir n'importe quelle insinuation débile, pour qu'on ne puisse pas vous faire gober le genre de raccourci analytique que l'on fait malheureusement gober jusqu'à ce jour au grand public en France notamment, ou peut-être même en France tout particulièrement. Alors pourquoi ça me paraissait inutile? Parce que j'ai le sentiment que rien de ce que je vais vous dire ce soir ne va vous surprendre. J'ai le sentiment que la plupart d'entre vous, vous le savez déjà. L'originalité, je dis souvent ça sur mode ironique, c'est que celui qui le dit ne s'appelle pas Mohamed, il s'appelle François. Parce que s'il s'appelait Mohamed, on lui dirait « Mohamed, tu es un intégriste ». Mais comme il s'appelle François, il a une latitude plus grande de dire un certain nombre de choses élémentaires que nous partageons, de certitudes que nous partageons. Mais je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Où est-ce que je veux aller si je veux m'inscrire dans les questions qui m'ont été posées et puis jalonner le sujet, pourquoi on est là, pourquoi sans arrêt ces campagnes de harcèlement dont vous n'êtes pas les seules cibles. C'est un peu exemplaire le lycée Averroès, mais moi je ne vais pas entrer dans le détail des accusations qui ont été formulées contre le lycée, je le prends comme un épiphénomène qui fait partie d'une fresque, il n'y a pas que vous, vous êtes un petit peu exemplaire. Mais disons, cette petite chanson des médias mainstream, on la connaît par cœur. Vous, en tant que musulmans, et puis tous ceux qui n'acceptent pas justement de la reproduire et de l'avaler. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire? 3 choses. Rappeler très très brièvement l'histoire de pas l'histoire de la présence musulmane en France, il nous faudrait 3 jours, mais l'histoire de la façon dont s'est institutionnalisée la communauté ou les musulmans de France au cours des 30 dernières années, en essayant d'aller à l'essentiel. Ensuite, je voudrais rappeler, cela a été évoqué, je voudrais rappeler la fracture qui est née de la séquence du printemps arabe, qui a créé une déchirure dans le tissu des États arabes, qui tous, chacun à leur tour, essayent de mettre la main dans le pot de miel ou le pot de confiture que représentent les musulmans de France en termes de ressources politiques. Tous les États qui s'intéressent d'une façon ou une autre aux musulmans de France se sont battus entre eux, au terme de la séquence printemps arabe. Et puis, une fois qu'on aura ces instruments-là, je voudrais essayer de conceptualiser la situation dans laquelle on est. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un 3e élément de contexte. Les 20 ou 30 dernières années ont été des années où un double processus va aller de pair. Dans le monde arabe, l'affirmation des courants dits islamistes comme le principal terroir de la mobilisation politique oppositionnelle, d'une part. Et en France, un corollaire, en France, tout particulièrement malheureusement, à certains égards, c'est pire chez nous que ça ne l'est dans le monde anglo-saxon, on pourra peut-être dire pourquoi. Concurremment, de façon corollaire en France, cette lente dégradation de l'opinion publique et de la classe politique avec le monde musulman. Il faut bien commencer, on va dire que c'est tout sauf le Qatar, bien sûr, qui est l'état tutélaire de l'islam en France. Ce sont très logiquement les États
d'où viennent les musulmans de France. C'est donc le registre de l'émigration qui nous permet de savoir que, bien sûr, se concurrencent l'Algérie, le Maroc, un peu moins la Tunisie, la Turquie. Ce sont les grands acteurs, d'accord ? L'archétype de la tentative de mainmise des musulmans de France par un État étranger, c'est la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris, qui était une espèce d'enclave algérienne dans le tissu religieux français, puisque le recteur était même un fonctionnaire rémunéré par l'Algérie. D'accord ? Donc on a cette phase-là où des États vont s'intéresser à une population qui ne se considère pas encore comme française. Le tournant, c'est la fin des années 60-70. Les musulmans en France vont commencer à se dire on ne va pas rentrer chez nous après. On va rester ici. Et très symptomatiquement, l'appellation de l'Union des institutions islamiques en France deviendra de France. Donc le tournant qui commence à nous intéresser, c'est quand les musulmans se disent on reste. Et donc on se détache de l'intérêt porté sur nos États d'origine et on commence à s'intéresser plus spécifiquement aux conditions de notre installation durable et de celle de nos enfants dans le paysage français. Il est très intéressant de noter que il est très intéressant de voir les conséquences qu'avait cette liaison des musulmans de France avec leurs États d'origine. Il se trouve que leurs États d'origine, c'était aussi des États qui avaient des régimes extrêmement autoritaires. Il est intéressant de noter que le tournant, le moment où les musulmans de France commencent à se dire on va s'abstraire de la tutelle de nos États respectifs, on dit 1983, naissance de l'UOIF. Mais naissance de l'UOIF au sens où, pour la première fois, les musulmans de France vont essayer de s'organiser en état d'apesanteur par rapport à l'ingérence de leurs États respectifs. Et j'aime bien, j'ai lu ça récemment, je n'avais pas fait le corollaire. Je n'ai pas mentionné la Syrie. Il y a bien sûr des Syriens dans la constitution de l'UOIF. Et on me disait, ça s'est passé en 83. Qu'est-ce que c'est 83 dans l'histoire de la Syrie? C'est un an après 82. Qu'est-ce que c'est 82? C'est Hama. Il y a toute une série de... moi j'aime bien quand on me dit, comment il s'appelle? Abu Mus'ab el-Souri, qui était proche des frères musulmans, est devenu un vilain extrémiste. Oui, quand? Juste après Hama. Juste après Hama. Donc Hamas, ça va envoyer un électrochoc. On voit bien qu'il n'est pas possible. La rupture s'opère, la rupture oppositionnelle s'opère. La rupture oppositionnelle, elle va traverser les musulmans de France et chacun va se constituer avec un logiciel qui est proche de Harakat al-Tija al-Islami pour les Tunisiens ou peut-être pour certains qui ne seront pas dans l'UE forcément, mais Adl al-Ihsan au Maroc. Mais disons, ce sont les expressions oppositionnelles du Maghreb et du Proche-Orient qui vont entrer en interaction avec l'imaginaire des musulmans de France au moment où ils commencent à s'organiser. Ça, c'est très, très important de le comprendre. Et donc, évidemment, alors l'UEF n'est pas la seule. Il y a bien sûr des organisations transnationales non pilotées directement par un État. Il y a les Habash, il y a l'Adl al-Ihsan sous sa forme associative dans le monde européen. Et il y a Tablir. Mais de loin, l'UOIF est la plus importante expression institutionnelle de l'organisation des musulmans en France à partir de 1983. Elle se crée dans un contexte qui est on s'installe ici, on n'est plus simplement des Marocains, des Tunisiens, on est des Français, et donc notre horizon de mobilisation, c'est la France. Et on entre naturellement en tension, comme nos co-religionnaires de chacun des pays, on est en tension avec les régimes. Et vous vous rendez bien compte que pour un Algérien, vivre la décennie 1990 par le prisme de l'allégeance totale des institutions de l'islam de France à la SM, je vais parler directement, un musulman de France qui n'avait pas pris de distance critique par rapport aux institutions
qui en théorie gérait son appartenance à la République, il se retrouvait en train de paraphraser les communiqués de la sécurité militaire algérienne dans la décennie noire de la manipulation de la violence. Et bien sûr, pour chacun des nationaux, des ex-nationaux musulmans en France, la tension était explicite avec les régimes des États d'appartenance ou des parents. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc l'UOIF va naître imbibé du logiciel oppositionnel d'une catégorie croissante des musulmans de chacun des pays d'origine, et sans le parapluie, sans la bénédiction, sans la médiation des institutions du pays d'origine qui opéraient la transaction avec la République française. Avant, on pouvait dire « Ah, moi, mosquée de Paris, il y a un problème, demandez à la mosquée de Paris, et mosquée de Paris... » Bon, si on est en tension avec la mosquée de Paris, on est, je dirais, tout nu sur la scène politique et on est plus naturellement la cible potentielle des crispations de la société française. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi l'UOIF je vais faire tout à l'heure la cible. Je vais vous faire prendre conscience de la variété, de la diversité des acteurs qui aujourd'hui en France font que, si je dis frères musulmans, si je dis islam politique, si je dis Qatar, puisqu'on va voir que la corrélation va se faire, ont intérêt à ce que le public débranche son cerveau et branche ses tripes. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est du beau monde. Donc, on a pour l'instant l'idée que la naissance de l'UOIF au début des années 80, c'est l'émergence d'une dynamique d'institutionnalisation des musulmans de France dans leur relation à la République française, pas seulement à leur pays d'origine, et avec une atmosphère qui va être potentiellement oppositionnelle par rapport au régime d'origine. Parce que si je suis tunisien, mon régime d'origine, c'est Bourguiba, et puis c'est ensuite Zine El Abidine Ben Ali. Et donc on va avoir... C'est ce que certains d'entre vous connaissent bien. Si on était il y a 20 ans, dans la salle, il y aurait... Ils envoyaient des dames, généralement, c'était plus fort, comment ça s'appelait déjà? L'Union... non, pas l'Union... non, l'Agence tunisienne d'information extérieure. Donc si je faisais une conférence, il y avait des dames de l'Agence tunisienne d'information extérieure. Alors il y avait plusieurs manières de discréditer mais je me souviens d'une particulièrement. Il y avait les 10 dames installées d'un coin et au bout de 2 minutes, elles se lèvent bruyamment, elles s'en vont. Alors c'est un message silencieux pour discréditer l'orateur. Donc il y avait cette tension perpétuelle entre les mécanismes qui traversaient la communauté musulmane en France et les tensions politiques dans les pays d'origine. Alors vous vous rendez bien compte que, et j'y arrive, le printemps arabe a modifié en profondeur tout cela jusqu'à un certain point.